En direct du Resto-Bar Le Melchior, vous écoutez le balado Les Prods. Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes producteur grande culture à Saint-Paul. J'aimerais ça d'abord vous entendre sur votre parcours. Comment ça a commencé votre parcours en agriculture finalement? Bien, mes parents avaient une ferme laitière dans la municipalité. Bien, aujourd'hui, c'est l'Assomption, mais dans ce temps-là, c'était Saint-Gérard. Ouais. Puis, j'étais, depuis tout jeune, moi, je travaillais sur la ferme, puis j'aimais beaucoup l'agriculture. J'étais quand même passionné par ça. Mais j'étais surtout passionné par les vaches. OK. Puis, j'adorais ça. Mon père était dans le pur sang. On faisait des expositions agricoles. Écoute, à l'âge de 13-14 ans, c'était moi qui s'occupais du troupeau à l'exposition. Puis, j'étais tout seul là-dessus, puis j'adorais ça. J'aurais pas donné ma place à personne. Fait que, je suis quand même le 9e dans une famille de 10 enfants. OK, quand même. Puis, c'est un de mes frères plus vieux qui a pris la ferme familiale. OK. Moi, j'ai travaillé quelques années à l'extérieur, dans des usines, un petit peu partout dans la région. Puis, mais toujours à la recherche d'une ferme. Mon rêve, c'était d'avoir ma ferme laitière. Fait que tout le temps resté quand même. C'est ça. J'ai fait le tour du Québec. Je consultais les petites annonces. OK. Puis j'allais voir des fermes. J'allais voir des fermes à Amenord, un peu partout au Québec. Fait que vous étiez prête à déménager et à partir. Oui, j'avais aucune attache. OK. Là, aucune attache, là, ça me dérangeait pas. Je voulais surtout. Puis c'était pas facile. Je dirais pas que c'était plus dur qu'aujourd'hui, ni plus facile. C'était différent, dans le fond. C'était différent. Fait qu'à un moment donné, je vois une ferme à vendre à Saint-Paul-de-Joliette. OK. Une petite ferme laitière. L'équivalent aujourd'hui, ben, dans ce temps-là, c'était des kilos de gras, mais l'équivalent aujourd'hui de 10 kilos jour. OK. Peut-être 7-8 vaches. Mais c'était pas loin, ça. C'était pas loin, mais c'était pas gros. OK. Fait que c'est ça. Là, j'ai acheté la ferme. C'était une belle opportunité parce que c'était quand même une ferme. Le prix faisait bien mon affaire. C'était la seule, de toute façon, que j'avais moyen de me payer. Puis, j'ai dit, bon, ben, j'augmenterai tranquillement. Puis, j'achetais du quota. Tranquillement, pas vite, j'achetais du quota. Mais le prix des quotas dans ces années-là, il s'est mis à monter pas mal. Puis là, c'était quand même difficile de prendre l'expansion. Puis en même temps, j'ai eu un problème familial. Fait que j'étais avec 2 petits-enfants. OK. Une petite fille d'1 an et demi, puis l'autre de 10 mois. Il fallait que j'amène à la garderie avant d'aller faire le train, puis que je retourne. Avec une production laitière, ça ne devait pas être évident. Non. J'ai dit, là, il faut que je prenne une décision. OK. Ma première option, que je m'étais fait un montage, je voulais juste garder les vaches, acheter tous mes intrants. Je suis encore convaincu aujourd'hui que ça aurait été une bonne décision, mais les financiers, ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Fait que j'ai fait le contraire. J'ai vendu les animaux, puis j'ai parti ma ferme de grande culture. OK. Dans ce temps-là, il y avait quand même des belles opportunités. Les prix des terres étaient raisonnables. Puis, il y avait beaucoup de terres à louer aussi. Fait que je faisais de la location, puis un petit peu d'achat de temps en temps. Ouais. Puis, en même temps, je me suis associé avec un de mes frères, que lui, moi, en mécanique, j'ai jamais été bien bon. Fait que, tu sais, en grande culture, il y a pas mal de mécanique d'entretien à faire. Fait que, déjà, il venait m'aider sur la ferme. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ça te tente-tu de t'impliquer avec moi? Puis, il a gardé son travail à l'extérieur quand même plusieurs années après qu'on soit associés. J'étais le seul à temps plein sur la ferme. Puis, en 98 environ, là, il a lâché son travail. On avait pris assez d'ampleur. Dans ces années-là, on devait cultiver à peu près 500-600 hectares. C'était... quand même. Ouais. On a débuté en 99 avec 900 places de bouvillon. Puis déjà 2 ans plus tard, on avait doublé notre production. Hey, 900 quand même. Puis en plus, doublé, OK. Mais en bouvillon, c'est tout petit. En élevage de bouvillon, à l'échelle nord-américaine, là, c'est rien. OK. D'ailleurs, on va en venir à ça. Parce que c'est ça, on a engraissé tout près de 4000 bouvillons à un certain moment donné. OK. Puis, le marché s'est mis, après la vache folle, en 2003, le marché s'est mis à moins bien aller. Il y a eu des resserrements aussi dans les programmes gouvernementaux. Puis la production de bouvillons commençait à être pas mal difficile parce que c'est une production qui est extrêmement intégrée au niveau de l'Amérique du Nord. Fait qu'on compétitionne autant avec le parc d'engraissement de l'Alberta que l'Iowa où on est tous autour du même ring pour acheter les veaux. Même si on les achète au Québec, le prix est déterminé ailleurs. Fait que la marge entre l'achat du veau puis
le prix du bouvillon fini était rendu trop mince. À un moment donné, en 2014, on a abandonné la production de bouvillon. Puis c'est là qu'on a commencé notre production. On a transféré notre ferme en agriculture biologique. Ouais. Bien, c'est ça que j'allais dire. Justement, en 2014, vous avez entamé. Je crois que vous avez été certifié en 2016. Ça a été quoi le processus, en fait, pour en venir à faire ce changement-là? Je vous dirais qu'en production conventionnelle, moi, j'étais un gars de défi. Puis, tu sais, je regarde tout le temps à m'améliorer ou à chercher des nouveaux marchés. Puis je voyais qu'il y avait quand même un créneau. Il y avait un marché, les prix étaient bons, puis sont encore bons en biologique. Puis je voyais qu'il y avait une difficulté. Moi, les difficultés, j'aime ça, les affronter. Fait que j'avais un de mes bons amis qui est en production bio depuis, ça faisait, je pense qu'il a commencé début des années 2000, fin des années 90. Quand même. Il avait une belle expérience, c'était un très bon producteur. Je peux le nommer, c'est M. Marcel Frappier à Saint-Barthélemy. Est-ce qu'il produit encore? Oui. Bon, on le salue. Avec son fils Michel. C'était un très bon mentor pour que je puisse débuter là-dedans. Il m'a donné des très bons conseils. Puis, j'avais d'autres amis aussi, des producteurs de la région, on s'est toujours suivis pas mal dans nos... Autant on était amis en production, comme amis avec des... on était amis de couple, là, dans le fond. Oui. Puis on partageait nos bons puis nos mauvais coups. Puis j'ai deux autres producteurs dans la région qui ont commencé en même temps que moi. OK. Puis déjà, à 3 producteurs, dans ces années-là, je cultivais autour de 1200 hectares. Fait que ça faisait quand même un bon 2000 hectares là, de production bio, là, de conventionnel qui s'en allait en bio. C'était drôle parce qu'on avait le même fournisseur d'intrants. Ça a dû faire un trou dans son budget. Oui, j'imagine. Puis là, le changement s'est fait comme au complet. Là. Au complet. Écoute, la première année, je te dirais que j'ai transféré 80 de mes superficies. Puis la deuxième année, 100 OK. Puis au-delà du fait que c'était un défi, est-ce que pour vous, il y avait des raisons particulières, peut-être au niveau environnemental? Comment ça s'est dessiné un peu? Bien, c'est ça. Écoute, j'avais un de mes employés, puis c'était mon ami en même temps, là, et c'était lui qui était toujours sur l'arroseuse. Puis on avait une arroseuse comme une Cuma, on était 3 producteurs, mais c'était juste lui qui arrosait, une arroseuse automatrice. Puis, un été, entre autres, je me souviens, il avait fait 26 000 acres. Passer l'été la tête dans le poison. Ça me fatiguait, ça. Ça me fatiguait depuis un bon bout de temps. Puis, le défi de nourrir la terre pour qu'elle nourrisse la plante après ça. Mon père le faisait il y a 50 ans, puis c'était un producteur d'avant, 80 ans. Puis, dans ce temps-là, c'était quand même un producteur d'avant-garde. On parle des années 40-50, il se met du trèfle pour le tourner pour faire une culture l'année suivante. Les voisins le traitaient de fou parce qu'il scrapait son trèfle, dans le fond. Puis, on a toujours eu, dans le fond, le goût vraiment d'aller plus loin que juste semer, mettre un herbicide, récolter. C'est rendu, je trouvais ça plat. Oui, mais j'allais vous demander justement, qu'est-ce que, de façon plus générale, l'agro-environnement, c'est quoi la place qu'elle occupe dans votre entreprise? T'sais? De plus en plus de place. Je te dirais que, encore là, je commence déjà à trouver ça plate parce que là, on a le contrôle de notre production. On fait nos champs sont rendus impeccables. Oui, on aimerait avoir un peu plus de rendement, mais surtout, on aimerait avoir moins d'impact sur le sol. Puis là, on a commencé un changement, encore là, inspiré avec un de nos amis qui le fait depuis quelques années. Au lieu de labourer, on va de plus en plus travailler en bande. Puis, au lieu de mettre des pesticides, parce que quand tu travailles en bande, tu ne peux pas passer le sarcleur dans l'entre-rang, on passe une machine qui va comme enlever la couche de protection qu'il y a sur la mauvaise herbe, puis la mauvaise herbe, elle meurt de toute façon. Tu n'as pas besoin de l'arracher, tu n'as pas besoin de perturber le sol, tu n'as pas besoin de passer le vibro au printemps. Parce que le labo, je calcule, oui, ça a un impact sur le sol, mais le pire impact que j'ai vu, moi, c'est au printemps, quand tu
tu passes le cultivateur. Ouais. Ben là, nos machines sont rendues lourdes maintenant. Puis, tu sais, quand tu passes le cultivateur, la surface a beau être en condition, le sous-sol il est encore humide, puis ça compacte. C'est ça va venir maganer le sol. Puis là, c'est drôle parce que ma prochaine question, je l'avais formulée comme ça, mais vous-même, vous l'avez dit, vous êtes un homme de défi. C'est ce que j'avais cru entendre ou lire quand j'ai fait mes recherches à votre sujet. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de partir la minoterie en 2020, si je ne me trompe pas? Oui, ben plutôt 2022. Là, le départ s'est fait, là, ben, il y a eu la construction et tout ça. Oui, bien parlez-nous de ce projet-là. Oui, c'était un gros projet. Je te dirais, il m'a donné mal au ventre un peu parce que c'était vraiment gros. C'était parti sur une base, écoute, on avait un peu mal dirigé notre produit fini, Dans le fond, ce qu'on aurait dû faire, c'est procéder à une nixtamalisation, que là, il y a beaucoup de demandes, mais c'était bien compliqué, puis on était inquiets, on n'avait jamais fait ça. Fait qu'on a dit, on va commencer par faire de la semoule, puis après ça, on ira plus loin. Ouais. Mais le marché pour la semoule, nous autres, c'est un marché, c'est pas pour le métro Richelieu, le métro, les chaînes. Là. Nous autres, c'est vraiment pour l'industriel. Ils vont faire des cornflakes avec ça, ils vont faire des biscuits, ils vont faire toutes sortes de choses. Fait que vraiment pour c'est vraiment pour la transformation. C'est une première transformation qu'on fait. C'est ça, le projet a commencé gros. Au niveau de la production, ça allait super bien. C'était au niveau des ventes que c'est très long. Ces grosses compagnies-là sont difficiles d'approche. Puis, ils commencent avec des très petits volumes, puis ils augmentent très tranquillement. Maintenant, mes enfants prennent la relève sur la ferme. Puis, mon gendre et ma fille sont presque à temps plein sur la minoterie, là, à travailler sur les ventes. Puis là, ça commence à bien aller. Là. Ça commence à débloquer. Puis ça, y avait-tu une raison, au-delà, encore une fois, au-delà du défi, mettons, de... Bien, c'est parce que on fait... nos principales productions, c'est du soya, du maïs et du blé. Le soya et le blé, ça s'en va sur la consommation humaine en grande partie. La seule production qui s'en allait en consommation animale, c'était le maïs. Puis dans le bio, au Québec, des consommateurs de maïs, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quelques producteurs de porc, quelques producteurs d'œufs, puis quelques vaches laitières en bio. Mais le marché du maïs, il plafonnait. Donc on s'est dit, on va développer un marché pour l'alimentation humaine. C'était le but de l'objectif. Puis, vous en avez glissé un mot. Votre gendre, votre fille reprennent l'entreprise familiale. Avec mon fils, oui. Oui, d'un point de vue un petit peu plus personnel. Parlez-nous un peu de votre famille, puis c'est quoi leur implication au niveau de l'entreprise? OK. Bien, mes deux grandes filles, eux autres, ne sont pas impliquées dans l'entreprise. Mais c'est ça, il y a un travail à l'extérieur. Après ça, mes deux derniers enfants, Angélie a 26 ans, puis Siméon a 20 ans maintenant. Le temps passe vite. Oui. Siméon est encore à l'école. Il est en mécanique agricole. Puis Angélie, elle avait une formation plus de marketing, de communication marketing. Puis c'est pour ça qu'elle a sa place là, vraiment dans la mise en marché. Là, elle fait un job pas mal. Puis mon gendre, lui, le mari d'Angélie, Alex, lui, il avait une formation. Bien, il a fait différents métiers, mais c'est un excellent vendeur. Dans ce qu'on fait là, moi, je m'occupe encore du volet agricole. Eux autres, ils s'occupent plus du volet industriel. Puis, Siméon va s'occuper de l'agricole avec moi. Puis, ils vont prendre leur place tranquillement. Là, Angélie et Alex, ils vont prendre leur place tranquillement. Quand l'usine va rouler, là, va avoir sa vitesse de croisière, là, ils vont plus intégrer le côté agricole. Puis là, moi, je vais me retirer tranquillement à ce moment-là. Puis comment ça se passe, justement? Vous vous retirez tranquillement pour l'instant? Comment vous vous sentez? Le transfert de ferme est déjà fait. Là. OK. Ça s'est très bien fait. Dans le fond, j'ai gelé mes actifs, puis ils n'ont pas eu à demander un prêt. Ils ont eu à demander un prêt pour racheter mon frère Richard, qui est rendu retraité. Lui, il n'y a pas d'enfant, Richard. On a racheté ses parts. Puis moi,
Un jour, peut-être qu'ils me rachèteront, peut-être qu'ils ne seront pas capables. En tout cas, parce que des entreprises comme chez nous, c'est difficile de faire un chèque pour... Ouais. Parce qu'on est rendu, on cultive tout près de 2000 hectares maintenant, avec le côté transformation. Oui. Puis on a un autre côté, aussi un autre volet, nettoyage de grains. On a un gros centre de grains. OK. Et on a deux centres de criblage. Un pour le blé puis les grains avec du gluten. Puis un autre centre sans gluten. OK. Qui peut être certifié sans gluten. Fait qu'effectivement, racheter tout ça ou... Oui, c'est ça. Ils vont continuer à me verser une rente, là, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est même que le transfert va se faire. Puis moi, j'ai toujours la passion, puis l'avantage que j'ai maintenant, c'est que je fais plus que ce que j'aime. Oui, c'est ça. Je choisis qu'est-ce que je veux faire, puis l'agronomie, j'adore ça. OK. Fait que, tu sais, aller... essayer de... Puis aussi les marchés. Je m'implique encore dans les marchés, là, essayer d'établir des contacts avec les acheteurs de grains, puis faire les contrats. C'est encore moi qui s'occupe de ça pour le grain. OK. Pour la farine, je m'occupe plus de ça. OK, pour le développement de marché. Puis qu'est-ce que vous pensez fait la réussite, justement, de la ferme Bonne Terre? La passion, c'est sûr. Oui. Souvent, là, c'est... Il y en a qui me disent, ouais, là, le rush va commencer, ça va être d'ouvrage. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est en hiver, quand c'est tranquille, que là, je trouve ça plate, puis on se casse plus la tête. Puis, tu sais, là, c'est quand on rentre dans le vif là, des semis ou des récoltes, là moi, je compte pas mes heures, puis j'adore ça. Ah, c'est ça. Fait que, ce qui fait la réussite, c'est que ce qui faisait la réussite avec mon frère Richard, c'est qu'on se complétait bien. Tu sais, Richard, ce que je faisais, ça ne l'intéressait pas, puis ce qu'il faisait, ça ne m'intéressait pas. Bon. Ben, tu sais, j'essayais pas je veux dire, ça nous intéresse tout le temps, mais j'essayais pas de second-guesser ses décisions. Oui, vous étiez capable de voir les forces et les faiblesses de chacun, exactement. finalement. Là. Puis c'est encore ça que je fais avec les enfants. Ouais. Tu sais, puis, ce qui fait la réussite, en plus de la passion, c'est d'être capable de ne pas s'acharner, pas démissionner au premier problème, mais pas s'acharner dans une situation où il n'y a pas d'issue. Puis pas se plaindre, essayer de mettre la faute sur les autres. Tu sais. Quand il m'arrive un problème, là, je ne peux pas en faute sur les autres. C'est ma faute à moi, puis c'est à moi de le régler. Puis souvent, ça m'amène, je vous vais donner un exemple, dans le temps de la vache folle, le prix des bœufs a tombé à 50 cents la livre. Okay. 35 cents même, je pense, au plus bas. Là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mon inventaire, du jour au lendemain, avait tombé d'1,5 million de valeur. J'ai été à la recherche de distributeurs qui étaient bien prêts à prendre ma viande, parce que je m'apercevais qu'au comptoir, elle ne baissait pas. J'ai dit, il y en a un qui fait de l'argent entre les deux. Fait que ce que j'ai fait, j'ai trouvé des distributeurs, je les vendais pas cher, parce que concurrencer le vol, c'était facile, on se faisait voler sur le prix. Fait que, mais quand même, je vendais 3 fois plus cher que j'aurais pu vendre à l'abattoir. Fait que je payais pour les faire abattre, puis je les envoyais aux distributeurs. C'est un exemple de dire, regarde, au lieu d'attendre après le gouvernement ou attendre après, faut que tu essaies de trouver des solutions innovantes puis aller de l'avant. Fait que c'est de développer les opportunités finalement. C'est ça. Un problème. Dans les défis. Là. C'est ça. Il y a toujours une opportunité. Comme là, on va vivre là, des temps assez durs. Là. Bon, ben là, ma job, là, ça va être de chercher des opportunités. Oui, définitivement. Mais justement, qu'est-ce qui peut-être est un défi pour vous ou un enjeu dans le monde agricole, soit au niveau de la production ou au niveau de la gestion de l'entreprise comme telle? Bien, c'est sûr qu'au niveau des politiques, c'est toujours un défi. Tu sais, je regarde là, un exemple. Là. On a des terres, on cultive sur des anciennes terres de tabac-cigarette en partie. C'est des terres qui ont absolument besoin d'être irriguées. Mais déjà, de demander tous les permis, puis écoute, ça, c'est une job qui est plate, là. Oui, un côté administratif. Le côté administratif, puis, tu sais, c'est les demandes qu'ils nous font. Tu sais, je ne veux pas avoir un permis de polluer, là. Mais demande-moi pas si le lac est étanche, là. Je le sais qu'il n'est pas étanche, le lac. Il y a des sources dedans. Tu sais, c'est un exemple, là. Oui. Fait que, c'est ça. C'est le côté... que je trouve qui est plus difficile là, dans ce qu'on fait. Puis, qu'est-ce qui, là, on en a parlé un peu quand même, là, où je pourrais deviner votre réponse, mais qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier-là d'agriculteur?
qui me passionne le plus, ben, écoute, ce qui me passionne le plus, c'est justement de constamment me renouveler. Ouais. Puis, écoute, j'ai encore, à chaque année, quand je sème, de voir mon produit se développer sur la terre. Là. Puis pour moi, là, je ne m'habitue pas. J'ai toujours, je trippe beaucoup de voir pousser ça. Là. Puis, en plus, en étant en production biologique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un très bon contact avec nos acheteurs. OK, oui. Je vends du maïs à un producteur de volaille. Bon, ben, on a des vrais voyages de maïs hier. Je suis revenu avec plein de boîtes à lunch de poulet. Parce que j'ai racheté du poulet bio, puis je l'ai direct de la ferme. Ouais. Il était abattu la veille. Moi, tu sais, puis on se parle, là. Tu sais, puis s'il y a un problème, là, on est capable de se parler. Ouais. Tu sais, je fais affaire avec la milanaise. Bon, ben c'est pareil, tu sais, je vois mes produits, là, je les vois, je fais de l'épaule. Tu sais, il y a peut-être 3 producteurs d'épaule au Québec. Je le sais, quand j'achète un pain d'épaule, là, probablement que mon épaule est dedans, là. Fait que ça c'est le fun. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ce serait un projet de faire du développement de produits un jour ou on ne se rendra pas là? De produits finis? Oui. Non. Okay. Non. Vous restez vraiment dans la production ou la culture comme telle? Plus de masse, là. Mettons qu'avec la minoterie, là, j'ai goûté, là, mais c'est correct, là, mais... Justement, en faisant mes recherches, j'ai vu aussi que vous aviez été actionnaire d'une entreprise en Chine. Comment vous avez fait pour savoir ça? Ben là, c'était écrit sur votre site web. Hein? J'ai pas C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais c'est... ça, c'est en 2009. OK. L'ancien maire de Montréal, Pierre Bouc, ouais. il était impliqué en Chine sur des projets. Puis, le projet, dans le fond, c'était de faire un technoparc relié à l'agroalimentaire. Okay. C'est que sur le même site, tu avais un centre d'insémination, tu avais un producteur de légumes, nous autres, on représentait... Il était venu chez nous pour la production de grande culture. Okay. Puis quand il a vu les étables avec les bœufs, il a dit non, c'est les bœufs qu'on veut avoir là-bas. Fait que, dans le fond, j'ai un de mes frères, moi, qui était à la retraite. Puis, il avait toujours été gestionnaire, fait que je l'ai mis comme directeur général de cette ferme-là. Okay. Fait qu'on a investi. Bien, on a investi. On n'a pas vraiment investi sur une ferme, mais on a développé une ferme là-bas. Puis mon frère a passé 4 ans là-bas à s'occuper de la ferme. Ah, ouais, OK. Mais finalement, ça a un peu tombé à l'eau parce que ça, c'était supposé être financé par la ville. Puis dans ces années-là, en 2012, le gouvernement chinois trouvait que les villes étaient trop endettées. Il a demandé aux villes de couper. Ils ont coupé ce projet-là. Bon. Mais c'était une super belle expérience. Oui, bien c'est ça. C'était quoi peut-être les différences ou les parallèles que vous pouviez voir entre ce qui se faisait là-bas et ici? Qu'est-ce qui est intéressant de voir? En production de bœuf, il ne se faisait rien. On était vraiment c'était la première fois, écoute, il y en avait, là, mais un exemple, on visitait un abattoir. Okay. Puis il nous disait, oh oui, là, ça va abattre, là. Puis on revient l'année d'après, puis il n'y avait toujours pas de bœuf qui s'abattait. Puis là, il nous disait, ben il y en avait hier, mais là, ils ont fait le ménage aujourd'hui. Mais c'était clair qu'il n'y avait jamais un bœuf qui avait rentré là-dedans. Sinon, c'était un maudit gros ménage. C'est ça, tout était à bâtir là-bas. Dans la région où on était, je ne dis pas qu'il ne se fait pas de bœuf en Chine, mais on était dans la région du Yunnan. C'est comme pas mal dans le sud du pays, là. Puis, on était sur les plateaux, on était à 2000 mètres d'altitude. Ah, OK. Fait que ça, j'imagine, c'est un défi supplémentaire. Bien, c'est un défi pour la respiration. Oui, c'est ça. Mais autant pour vous que pour... Parce que les premiers jours qu'on arrive là, on monte un escalier, puis voyons, je suis donc bien pas en forme. La tête, elle tourne plus vite. Puis on avait loué une montagne. La montagne était à 2800 mètres d'altitude. Wow. Puis on avait du vache-veau. On a même vendu des bœufs, des petits veaux au centre d'insémination par là-bas. OK. Puis le côté consultant, mettons, en Russie, ça a-tu un lien? Ou, tu sais, c'est quoi ça? Non, ça, c'est arrivé. Ça, quand même intéressant. Ça, c'était en 2005. Ça, c'est une autre super de belle expérience. Ouais. À la Fédération des producteurs de bovins, il y en a un qui m'appelle, il dit il y a des Russes qui veulent visiter une ferme au Québec, une ferme de bovins. Okay. Ça tente-tu de recevoir? Ben oui. Fait que je reçois ce monsieur-là. Il était avec toute une délégation, une interprète. Ben oui. Puis là, il regardait tout ça, puis
lui, il voulait faire du vache-veau, OK. puis de la finition, mais en grande partie du vache-veau. Puis il voulait tout mettre ça dans des étables. Puis là, quand il a vu mes étables, il a dit hey, c'est ça que ça me prend. Là, il voulait m'engager, il voulait que j'aille rester en Russie. J'ai dit, puis il a dû me le répéter 5-6 fois, tu sais. Il revenait tout le temps viens travailler pour moi, viens travailler pour moi. J'ai dit écoute, j'irai pas travailler chez vous parce que j'ai quelque chose ici à faire. Par contre, je peux y aller comme consultant, je peux aller te voir. Donc, décembre 2005, oui. Je me rends là, puis c'est ça. Je suis allé visiter là. Il y avait 800 000 acres de terre. Oh, wow! Mais c'était un peu de la... Il y avait de la forêt, il y avait toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis c'était pas très productif. Là. OK. Donc, là, il voulait absolument mettre ça absolument mettre les animaux dans des étapes. Puis moi, écoute, je regardais ça, puis j'étais allé en Abitibi, puis je trouvais que c'était pareil. Le climat, les touffes d'arbres. En tout cas, j'ai dit, là, vous allez venir au Québec, je vais vous montrer comment ça se fait, la production de vache-veau. C'est ça. Là, après avoir passé 15 jours là-bas, je suis revenu ici, puis au printemps, ils sont venus visiter les fermes au Québec, en Abitibi. Je vais faire le tour du Québec. Bon. Oui, parce que j'allais dire, le climat là-bas, ça doit être quand même particulier aussi au niveau pour l'agriculture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font beaucoup là-bas ou... En Russie? Oui. Bien, dans le coin, moi, j'étais dans la région de Tver, qui est à peu près au nord-est de Moscou. C'est quand même le même climat qu'ici. OK. C'est pas froid, là. Non, OK. Tu sais, il y avait un peu de neige. J'étais au mois de décembre, il y avait un peu de neige, mais tu sais pas... je te dirais même que Moscou, c'était un peu plus doux que Montréal. Ah, OK. Puis, c'est ça. Quand ils ont vu comment ça se faisait en Abitibi, ils ont amené voir des très bons producteurs. Ils ont dit oui, mais tu nous as fait sauver beaucoup d'argent. Clairement. Ils ont décidé de copier le modèle. J'ai même été impliqué dans l'exportation de Angus de l'Ouest. On a exporté, c'est parti à Bécancour, 2600 génisses Angus qui sont partis en bateau. OK. Pour la Russie. Quand même. Puis, qu'est-ce qui vous motive peut-être à faire ce genre de projet-là ou à vous impliquer dans des demandes comme ça qui vous arrivent? J'ai bien de la misère à dire non. Vous l'avez vu? Oui. mais au-delà de ça, est-ce que ça a toujours été en vous, peut-être, ce sentiment-là ou ce goût-là? Peut-être, j'ai le goût de la découverte. Qu'est-ce que tu veux, tu te fais offrir d'aller en Russie. J'ai vu des sites, il n'y a pas un touriste qui va voir ça. Oui, non, c'est ça. Écoute, mais la situation politique à ce moment-là ressemblait à quoi? Là, c'était le meilleur temps, là. OK, c'est ça. C'était... les murs venaient de tomber. Ils étaient ouverts à l'ouest. C'est après Boris Eltsine. C'est dans le temps de... ici, je pense que... attendez, c'était... Je me souviens plus qui était président de la Russie. C'était pas encore Poutine. Non, c'est ça. Je pense que c'était avant Poutine. Puis ici, Clinton venait de finir son mandat. Donc, tu sais, ça allait quand même bien. C'était une belle situation. D'ailleurs, ce monsieur-là, c'était grand chum à Bill Clinton. Ah, OK. Parce que quand ils sont venus au Québec, je les ai demandé, retournez-vous en Russie tout de suite après? Il dit non, moi et ma femme, on s'en va voir notre ami Bill. Ah, OK. Oh, OK, Bill, oui, c'est ça. Ah là, il était impressionnant, le monsieur de Tabarouette. Ah, mais c'est le fun en plus. Fait qu'il est venu faire un tour à Saint-Paul. Écoute, on a eu une délégation russe dans le village. Puis peut-être en terminant, j'ai écouté un bout de votre passage, en fait, au Balado agricole du Québec. En 2021, vous avez fait une entrevue avec Christian, puis vous avez dit que vous n'étiez pas un invité intemporel parce que ça changeait vraiment, vraiment vite chez vous. Mettons que je vous projette là, dans 5 ans. À quoi vous pensez que ça va ressembler? La ferme Bonne Terre ou la minoterie, peut-être? Bien là, ça ne sera plus trop dans mes mains. Fait que d'ici 5 ans, on a délaissé encore plus. Oui. Bien, c'est sûr qu'on va avoir perfectionné les nouvelles techniques. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que dans 5 ans, la charrue ne fasse plus partie de notre matériel pour travailler le terrain. Après ça, au niveau de la minoterie, bien, écoute, de la manière que je vois ça aller depuis 1 an, là, je pense qu'on va être, non seulement on va être rentable, mais on va être je pense qu'on risque d'être des intervenants majeurs là, dans la production biologique. C'est mon but. Je voulais avoir un impact, pas juste avec notre ferme,
mais avec les fermes des environs Oui. pour avoir un marché pour leur production de grains biologiques. Puis, il y a mon site de traitement de grains aussi, qui devrait, sans prendre de l'ampleur, au moins fonctionner à plein régime. Là. Bon, bien, je vous le souhaite. Des beaux projets pour une pré-retraite, retraite finalement, ou du moins une réussite pour votre relève à venir. Maintenant, on va terminer l'épisode avec des petites questions personnelles, ludiques, pour apprendre à mieux vous connaître autrement. Si vous deviez changer de production ou refaire, en fait, votre production, vous choisiriez laquelle? La production laitière. Oui? Vous garderiez... Oui. Je regarde encore des revues là, de vaches laitières. Okay. Ça fait 35 ans. Avez-vous des amis qui sont encore dans la production laitière ou allez-vous de moins en moins, ils sont tous après de débarquer. Oui, c'est vrai que la production, la relève est difficile. Sérieusement, j'en connais de moins en moins. Oui. Bien, la production a diminué aussi. Le nombre de fermes laitières a diminué. Puis, déjà. Tu sais, ceux de mon âge, moi j'ai 64 ans, mais là, il y en a une couple qui sont retirés depuis ce temps-là. Oui. C'est sûr que c'était des mentors, effectivement, puis qu'ils étaient plus âgés que vous, des amis. C'est ça. Votre couleur de tracteur? Ah, elle est verte. Oui? Oui. Ça a toujours été ça? Oui. Oui. Ça a toujours été ça. Mais mon frère est encore plus vert que moi. Là. OK. Mais là, c'est mes employés. D'après moi, si je change de couleur, je perds des employés. Ah, c'est vrai? OK, fait que finalement, j'en ai un qui est tatoué, John Deere. Il y a des tatouages partout de John Deere. Bon, fait que vous êtes vendu finalement au vert. Oui. Votre fruit, votre légume préféré? Oh mon Dieu! Je repars ça. C'est un fruit légume. C'est pas un fruit, c'est la tomate. Oui. Le légume, la carotte. Carotte? Oui. Bon, réconfortant. C'est supposé te donner un résultat, ça, cette réponse? Pas du tout, c'est juste pour apprendre à mieux vous connaître, si quelqu'un veut vous faire un cadeau. Ah, c'est ça. Bon, un plaisir coupable que vous avez. Ah, le sucre d'érable. Pas le sucre d'érable, le beurre d'érable. Le beurre d'érable? Ça, écoute, c'est une drogue, ça. À la grosse cuillère, on finit des petits pots. On essaye de se modérer parce que... Oui. Mais j'adore ça. Une qualité puis un défaut que vous avez? Oh, mon Dieu. Les défauts, je n'ai bien. Je suis sûre que c'est pas super. Une qualité, je pense que, professionnellement, c'est d'être capable de déceler des mouvements, mettons, des nouvelles tendances ou d'être capable de me diriger vraiment vers... d'être à la recherche des nouvelles tendances. Ouais. Puis, dans le fond, des fois, je ne fais pas confiance à mon instinct. OK. C'est peut-être le défaut qui va avec. Ah, oui. Puis je me dis, non, ça ne doit pas être ça. Mais finalement, les événements me confirment que j'avais raison. OK, parfait. Bon, fait que peut-être que vous ne faites pas assez confiance, mais vous avez quand même un côté ambitieux. C'est ça qu'on retient. C'est ça. Prenez-vous des vacances? Réussissez-vous à prendre des vacances? Puis oui, qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos congés? Bien, c'est sûr que là, c'est pas bien à la mode, mais j'ai une maison en Floride, sur la côte ouest de la Floride. Fait que là, je ne sais pas si je vais la vendre, mais à date, si j'adorais, c'était une façon pour moi de décrocher. La côte ouest de la Floride, c'est vraiment plus beau que la côte est. Là. C'est sauvage. Il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de forêts. Moi, j'aimais bien ça. Fait que, reste à savoir si je vais continuer d'aimer ça, mais pour l'instant, c'était ma façon de décrocher. Puis je décroche. Faut que je m'éloigne pour décrocher, sinon ça tourne tout le temps. Oui, bien on le dit souvent en agriculture, la maison, la terre, la ferme, souvent, c'est en même place. Fait que des fois, ça rend ça difficile de décrocher comme il faut. Oui, mais pour la même raison, j'habite pas sur la ferme. Ah, OK. Moi, j'habite à Joliette. OK. Puis avant ça, j'habitais à l'Assomption. Ça fait des années que... Fait que c'est justement pour ça quand je sors de la ferme, je m'en vais chez nous. C'est comme un bureau, finalement, comme quelqu'un qui a une job je te dirais pas que je suis toujours capable de décrocher, mais... Mais ça aide, la distance physique, à l'aide un peu. Votre plus beau souvenir agricole? Là, vous avez du vécu en agriculture, considérant que vous êtes né sur une ferme, mais de façon générale, un beau souvenir que vous avez? Bien, dans les souvenirs lointains, les expositions agricoles, j'adorais ça.
Après ça, ma plus belle expérience, c'est vraiment mon expérience en Russie. OK. Même si c'était court, c'était tellement dépaysant, mais Ouais. suivi par l'expérience en Chine aussi. C'est vrai que ça rend ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ça ajoute un côté particulier aussi Ça à l'est. l'agriculture. Là. C'est ça, puis ça a un côté... c'était mystérieux, là, la oui. Russie, là, parce que justement, il venait, ça faisait pas tellement d'années qu'il était libre, en parenthèse. Ouais. Puis j'avais toujours, tu sais, j'avais écouté le film Rocky, là, puis c'était le russe, là, tu sais, c'était sévère. Ouais. Puis j'ai eu même, là, on pourrait en reparler, mais j'ai eu des... J'avais un peu peur à un moment donné. OK, OK. Ouais, Il y a eu des Je me suis incidents. senti isolé. J'ai dit dans quoi je me suis embarqué. J'étais mais- seul là-bas, là. OK, ben c'est ça, j'avais demandé, y allez-vous seul? Seul. Puis c'était quoi? C'est à leur demande ou c'était vous qui vous étiez Ouais, lancé? c'était à leur demande. Ils voulaient que j'aille les aider. Puis Non, mais je veux il dire, n'était pas de d'être question de... seul. Non, il m'avait pas Il n'y avait pas mis nécessairement de demandé, limite, mais... c'est OK. ça. Fait que ça a Ouais. quand même ajouté... Ouais, surtout les premières journées, ils m'ont isolé. C'était le plus bel hôtel de Moscou en passant. Ah, bon. Mais j'étais isolé. J'avais un guide touristique qui Ouais. parlait français, OK. qui me faisait visiter. Mais là, au bout de 2-3 jours, là, j'ai dit, là, il arrive quoi? Parce qu'on entendait des histoires de la mafia russe. Oh, OK, J'ai dit, déjà ils un pensent que peu... je suis plus riche que je suis, puis ils veulent OK. me kidnapper ou me demander une rançon. Tu sais, quand tu es tout seul dans ta chambre le soir, là, ben, ça puis tourne. surtout Là. en Russie, là, Ouais, si on ouais. s'entend que c'est à l'opposé... Ah ouais, puis, tu sais, mon garde du corps, il y avait un gun sur lui, là. oui. Oh, Et quand j'étais même, hein? impressionné, là. Non, Là, à un non, moment donné, c'est j'avais sûr. dit à ma femme, je l'avais appelé. Puis là, je savais, il m'avait dit, le lendemain, là, on va partir en auto. Ouais. Puis là, j'ai dit, là, il m'amène où, là? Oui. Fait que j'appelle ma femme, puis j'ai dit, là, je vais te donner, j'avais la carte d'affaires du monsieur, j'ai dit, je OK. te donne l'adresse, tout ça. Si tu me cherches, j'essayais de ne pas l'énerver. Non, Si c'est tu me cherches, je t'appellerai là. OK. Puis les communications, c'était pas comme aujourd'hui. Mais là. non. Tu sais, les cellulaires, ça marchait pas trop. Non, Puis, non, non, c'est ça. Fait que, puis là, le lendemain, tout était correct. On est allé dans... Mais c'était quand même impressionnant encore là, parce que Ouais. c'était comme une base militaire. Puis tu avais quelqu'un avec une mitraillette à l'entrée. Tu avais des gardes du corps. Puis là, je me promenais là-dedans, mais j'ai bien vu, tu sais, le monde était bien fin, il n'y avait pas de problème. Oui, oui. Mais c'est inquiétant. Surtout seul, là, comme vous dites. Là, j'ai dit, m'appeler ma femme, tu sais, mais je vais la rassurer. c'est ça. Le téléphone ne marchait pas. Oh. Le lendemain, le téléphone ne marchait pas. Là, à un moment donné, Ouh. le surlendemain, il y en a un qui arrive avec un téléphone satellite. Il a dit, lui, il faut qu'il parle à sa femme. Oui, ah non, non, mais... Quand je l'ai rejoint, elle pleurait. Oh mon Dieu, Elle c'est pensait- sûr. Elle capotait, là. C'est sûr. Puis à ce moment-là, vous aviez des jeunes enfants, j'imagine, en plus, c'est quoi, en 2005? Oui, je les avais. Mes enfants, c'est- mon plus jeune, venait d'arriver au monde. Ben, Il y c'est avait ça. Fait quelques que, mois, là. fait que j'imagine votre pauvre femme avec ses Ah. jeunes enfants. Ben, j'espère que c'est pas rien à cause des enfants que c'est inquiétant. Oh, non, mais tu sais, on dirait que ça fait encore plus paniquer non, de dire c'est dans vrai. quoi on les laisse, mais effectivement, mais tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est Puis peut-être une chose que vous voulez faire absolument une fois dans votre vie, que vous avez peut-être pas encore fait, un petit projet de retraite, je sais pas. On a fait pas mal d'affaires. Oui, ben je vois ça. Mais, continuer. J'aurais dû y penser avant parce que là, je ne sais pas. Ben c'est correct en même temps. Vous en avez fait déjà en masse. Oui, parce que j'ai visité quand même pas mal de pays. Je pourrais dire la Guadeloupe. Ah, Je suis ok. jamais allé, ça m'intéresse. Ouais. Puis je me disais, bon, ben, peut-être si j'avais un pied à terre là-bas à ma retraite, là, Oh, au lieu de la Floride. ben ouais. Ça, c'est un projet Ah, ben. qui m'intéresse. Non, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Il était Ah, pas loin, le c'est ça, projet. c'est ça. Mais Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça a été une drôle d'entrevue en coulisses. Oui, il va y avoir du travail à faire au montage. Oui, c'est ça, en coulisses. Ça sera ni vu ni connu pour les auditeurs qui vont regarder l'épisode. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bon, ben, c'est bien. Merci.